Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de vos Zoom qui sera consacré à la 23e journée et à un match évidemment qui sort du lot. C'est la rencontre qui va opposer dimanche Liverpool à Manchester City, les deux meilleures équipes de ces 3 dernières saisons en Première Ligue. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Schakels. Bonjour Christian. Bonjour. Jean-François Remy qui sera au commentaire de cette rencontre avec Frédéric. Alors c'est le match évidemment que tout le monde attend. Salut Serge. Salut. Bon, on va peut-être commencer par parler des dernières rencontres. On pensait que cette Première Ligue, qui est évidemment très spéciale cette saison, allait se normaliser. Et on voit que les résultats montrent le contraire. Il y a eu un 9-0 mardi soir, Manchester United qui a battu 9-0 Southampton, qui devient habitué de ce score. Il y a eu aussi 5 victoires en déplacement mercredi soir. Et en plus, cette équipe de Liverpool qui est restée presque invaincue pendant 4 ans à domicile en championnat et qui vient de perdre 2 fois en 2 matchs. Face à Burnley et face à Brighton. Ça reste complètement fou, Jean-François. C'est fou. Oui, il n'y a pas d'autre mot. C'est très particulier et chaque fois qu'il y a un match, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, en fait. Donc, voilà, c'est extrêmement, c'est en même temps passionnant, hein, parce que ça donne du sel à chaque journée de championnat. Donc, c'est bien. On se disait que c'était peut-être la course au titre la plus folle, la plus ouverte, la plus indécise de ces 20 dernières années, Frédéric. On a l'impression là qu'avec Manchester City, ça commence à se préciser. On a l'impression que cette équipe est en train de s'envoler. Ouais, et moi j'ai envie de dire, on les a pas vus venir, hein, avec une discrétion mais formidable. Ils se retrouvent pratiquement avec 10 points d'avance sur Liverpool. Enfin, ils ont un match de moins et 7 points. Ils jouent contre Liverpool. En fait, ce n'est plus un match pour le titre. Malheureusement, je ne veux pas casser l'ambiance, mais ça me paraît quand même compliqué. Ça va me paraître très compliqué pour Liverpool. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que Klopp n'est pas un bluffeur, puisqu'il y a 2 semaines, il avait dit, nous, on vise le top 4. Eh ben ouais, il va devoir se contenter probablement de viser le top 4. Encore que, on vient de le dire, c'est une saison de folie. Voilà, tout est encore possible, mais ça commence à se compliquer très fort. Et je dirais, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais City avec 7 points, on croit rêver, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont, en un match, ils ont pris 7 points d'avance, tellement c'est des petits scores, et voilà, c'est assez fascinant. Et j'ai envie d'ajouter également une saison de folie, mais quel bonheur cette saison. Parce que c'est tellement rare en foot. Dans tous les grands championnats, il y a toujours une ou deux équipes qui surdominent tout le monde. Là, non. Et c'est pour ça que je n'écarterai pas encore tout à fait Liverpool de la course au titre, mais je dirais que c'est peut-être le match de la dernière chance dans la course au titre pour permettre en tout cas à Liverpool de conserver son titre. La préface donc de cette rencontre de dimanche, Liverpool-Manchester City, c'est parti. Alors, on va commencer en donnant le classement des deux équipes. Liverpool est actuellement 4e avec 40 points. Manchester City a pris le large, 47 points, un match de moins. Donc, c'est un match évidemment très, très important pour cette équipe de Liverpool qui a perdu beaucoup de points ces dernières semaines. Christian, on va le voir dans le parcours. Au mois de décembre, ils avaient réussi un 7-0 face à Crystal Palace. Depuis, c'est quand même beaucoup plus compliqué, même s'il y a eu ces 2 victoires à Tottenham et à West Ham, qui nous faisait penser que Liverpool était reparti sur les bases de la saison dernière, mais on le voit, ça reste compliqué avec des problèmes au niveau défensif, très peu de clean sheet et aussi très peu de buts marqués, Christian. Il n'y a pas beaucoup de vert dans ce calendrier et dans les résultats sur le tableau de gauche. Par contre, ce qui est à noter, c'est que pour une équipe comme Liverpool, on dit toujours que dans le haut du classement, il faut essayer de faire carton plein contre les équipes du bas. Et eux, par contre, vous voyez, toutes les équipes qui sont en dessous de la 14e place avec la ligne orange, il n'y a pas beaucoup de victoires. Il y a une victoire contre Sheffield et donc ça fait à peu près 14 points perdus contre les 6 derniers. C'est inacceptable pour une équipe de ce rang-là et donc il faut rectifier. Par contre, par rapport au top 8, c'est excellent. Mais bon, voilà, donc il faut un équilibre. Oui, c'est 6 victoires et 3 partages face au top 8. Alors, ce sera évidemment un match face au leader, face à la meilleure équipe de moment, Manchester City. Mais on peut remarquer qu'il y a toujours autant de problèmes offensifs pour Jürgen Klopp, pour Liverpool, surtout à domicile, puisqu'il reste là avec le match, la défaite face à Brighton, sur 3 matchs à domicile sans marquer. C'était plus arrivé depuis 1984 en championnat. Donc, le problème, il est peut-être là. C'est d'abord au niveau offensif. Cette équipe ne marque plus autant qu'avant. Oui, mais c'est pas pour ça qu'elle se crée plus d'occasions, qu'elle ne tente plus, puisque c'est toujours la meilleure attaque. C'est l'équipe qui tire le plus, c'est l'équipe qui cadre le plus, c'est l'équipe qui passe le plus de temps dans les 16 mètres adverses. Donc, c'est vraiment un problème de finition. Je veux dire, et même défensivement, je veux dire, à Tottenham, on se rappelle du match, ils ont autorisé 2 tirs cadrés à l'adversaire. Donc, c'est purement de la finition. Sauf que c'est vrai que face à Brighton et le match avant à domicile face à Burnley,
là, on a senti que c'était poussif. Et en même temps, après, ils vont gagner en déplacement à West Ham, ce qui est très difficile, et à Tottenham. Donc, c'est très difficilement cernable. On ne peut pas dire qu'il y a une vraie vérité au niveau des carences de Liverpool, mais quand elles sont là, eh ben, ça leur coûte des points. Alors que j'ai l'impression que les 2 années précédentes, parfois, ils étaient moins bien, mais ça ne leur coûtait pas de points. Je crois que c'est la grande différence, non? En termes d'efficacité, c'est exactement ça, Fred. C'est qu'il y a malgré tout, il y a une volonté offensive, mais dans les chiffres sur 8 matchs, 7 buts en efficacité. Alors, c'est peut-être encore des circonstances qui sont groupées dans un bloc et que ça va se décanter par après, mais voilà, pour une équipe comme Liverpool, sur 8 matchs, 3 buts sur jeu dominant placé, 3 sur dominant rapide, un seul sur reconversion rapide, donc pas moyen de surprendre l'adversaire dans la vitesse, et alors aucun but sur phase arrêtée, aucun but sur penalty. C'est quand même un bilan qui est très maigre. Alors, il y a quand même eu 3 buts marqués du côté de Tottenham et 3 buts marqués à West Ham. C'est à domicile, Jean-François, qu'il y a un gros problème avec cette équipe qui n'avait pas perdu pendant presque 4 ans, là, qui vient de perdre 2 fois d'affilée, qui ne parvient plus à marquer. Alors, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais Klopp sans Kop, ça fonctionne plus. Ils n'ont plus gagné depuis le 16 décembre cette victoire face à Tottenham. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un gros souci. Puis quand j'écoutais un peu tout ce que vous disiez, il y a quelque chose qui peut-être est une partie d'explication, c'est que comme ils font des bons résultats contre les mieux classés, déjà c'est une bonne nouvelle, City étant mieux classé, peut-être qu'ils ont une chance dimanche à domicile. Non, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'ils ont visiblement, même si les statistiques offensives ne sont pas mauvaises, mais ils ont visiblement toutes les peines du monde quand même à faire le jeu contre des équipes qui sont plus faibles. Et pour retenir une leçon de ce qui s'est passé face à Brighton, au-delà du fait qu'à un moment donné, il se crée des possibilités sans être non plus dangereux, soyons clairs, sur l'entièreté du match, il n'y a pas vraiment beaucoup de moments où Brighton est vraiment en difficulté, en tout cas de grosses occasions. Par contre, sur le plan défensif, le but qu'ils encaissent est une espèce de succession de certaines formes de laxisme quand même dans la défense sur la dernière passe et puis avançant en amont, dans l'entrejeu, dans les intervalles, etc. Donc ils doivent faire preuve. Il faut se rappeler quand même quelque chose, c'est tant qu'on n'encaisse pas, on a toujours la possibilité de gagner, et c'est quelque chose qu'ils n'arrivent plus à appliquer non plus. C'est-à-dire que contre les petits, à un moment donné, ils les laissent aussi venir à un moment donné dans le match, ils les laissent se créer des occasions. Le parcours de Liverpool ressemble plutôt à une montagne russe. Mais il y a aussi évidemment tous les absents, ça compte. Il y en avait encore, il y a 8 joueurs importants encore absents hier soir, avec en plus Alisson qui est malade, avec Mané qui ne joue plus maintenant depuis 2-3 matchs. Peut-être qu'il reviendra face à City, avec les défenseurs, importants qui sont absents. Donc ça fait aussi partie de l'explication, avec un joueur comme Henderson qui pourrait être important dans ces matchs-là, dans notre jeu, qui doit jouer derrière. Fabinho est encore blessé maintenant. Donc ça fait partie de l'explication. On essaie d'en trouver une, parce que passer à Tottenham, la victoire à West Ham et le match face à Brighton, il y a une différence énorme entre les deux. On est d'accord, mais justement, c'est pour ça, Tottenham-West Ham, c'est aussi avec des blessés. C'est insuffisant, quoi. Voilà, c'est insuffisant au niveau de l'efficacité, à la fois offensive et défensive, parce que le but qu'ils encaissent est totalement évitable si l'équipe est plus concentrée collectivement. C'est même pas la faute de quelqu'un en particulier. Si je voyais la caméra qui s'attardait sur le Paul Phillips, qui pour le coup était le seul à avoir essayé de faire un geste défensif sur l'occasion, sur le but. Mais non, c'est un problème collectif sur le plan défensif parce que c'est toujours aussi des petites défaites, 0-1, 1-2, enfin voilà. Donc il y a un équilibre aujourd'hui entre, je dirais, l'efficacité offensive et défensive, et qui penche dans ces matchs-là, en tout cas contre les petits, qui penche du mauvais côté. Et pour revenir sur le côté offensif, Christian, on voit que Salah, qui avait réussi un doublé du côté de West Ham, on avait l'impression qu'il allait à nouveau retrouver sa forme. On voit que finalement sur les derniers matchs, donc depuis de nouveau une nouvelle fois cette victoire face à Crystal Palace au mois de décembre, on voit qu'il y a peu de joueurs qui marquent, et au niveau des assists aussi, c'est très maigre. Il y a 5 joueurs qui marquent avec 2 fois 2 buts. Donc c'est vraiment, le danger ne vient pas de partout comme on va pouvoir le voir avec Manchester City plus tard. Et surtout au niveau des assists, il n'y a pas de Robertson, il y a un seul de Trent Alexander-Arnold. C'est trop maigre. Surtout les 2 colonnes avec le jeu direct et donc les set piece situations qui sont les phases arrêtées.
c'est pratiquement vide et donc c'est pas très productif. Frédéric, je sais que le calendrier est compliqué pour tout le monde, mais dans les propos de Jürgen Klopp après la défaite face à Brighton, il a dit que son équipe avait l'air d'être épuisée mentalement après 2 gros déplacements. Ça fait aussi partie de l'explication? Oui, parce que c'est épuisant de devoir chaque fois bricoler. Et vous parlez des absences, je pense que toutes ces absences empêchent une succession de performances intéressantes, quoi. Vous le disiez, c'est des montagnes russes. Donc voilà, je pense que ça se voit. Il y a des performances formidables. Moi, j'ai fait le match à West Ham. Les buts étaient somptueux, individuellement ou collectivement. On se disait, tout le monde, voilà, on a retrouvé Liverpool. Mais je pense que toutes ces absences empêchent une cohésion qu'ils ont eue pendant 2 ans avec très peu d'absents. Donc, il y avait une grosse complicité, il y avait une grosse, un jeu collectif absolument huilé au millimètre. Mais là, on change beaucoup. Et, à tous les postes, on se disait c'est défensivement que ça va être un problème. Non, enfin, j'en ai déjà parlé 40 fois, mais Jota, voilà, c'est un gros problème pour Liverpool. Donc voilà, moi je crois que toutes ces blessures, ça empêche une cohérence, on va dire match après match. Et cette année, les matchs c'est tous les 3 jours. Donc voilà, on peut avoir des performances formidables dès qu'on marque des buts. Mais voilà, mais ce n'est pas le cas. Donc, Et alors justement, je reprendrai une phrase de Klopp aussi en disant on a trop de lacunes et on a trop de pertes de balles. Et donc, à un moment donné, quand vous jouez contre des adversaires plus faibles, vous avez trop de lacunes et trop de pertes de balles, ben, c'est le résultat. Et je reviens avec la même idée, même si on parle beaucoup du secteur offensif, etc. Mais une équipe se met en difficulté. Je signale quand même sur le but de Brighton. Alors, on parle d'Alexander-Arnold, il doit apporter offensivement, etc. Mais il doit d'abord apporter défensivement aussi. Il prend pas l'information, le ballon vient derrière lui, il y a un ballon qui est remis. Donc, à un moment donné, si vous êtes en zone de difficulté et notamment à domicile, il ne faut pas, contre ces équipes-là, prendre de but en premier. Et malheureusement, ça fait plusieurs fois que ça leur arrive. Voilà, c'est ça qui est un peu perturbant pour eux. Je voudrais partager un tableau avec vous qui n'est pas une infographie, mais pendant que vous discutez, j'étais en train de vérifier quelque chose. Et donc, je partage avec vous ce tableau. Si on regarde l'ensemble des matchs depuis le début de la saison, il y a quand même des matchs avec une production offensive qui est vraiment très intéressant. Il y a le 7-0 à Palace, il y a le 4-0 contre Wolverhampton, il y a 3-0 contre Leicester, il y a des 2-1 contre Sheffield et West Ham, il y a 3-1 contre Arsenal, il y a 4-3 contre Leeds, il y a 0-2 à Chelsea. C'est vrai qu'il y a un peu trop de partage qui est en bleu là dans la colonne de gauche, mais pour l'ensemble, il y a les 2 fois les 3 buts à Liverpool. Donc, c'est parce que c'est un peu groupé sur la même période, mais si c'était un peu plus dilué dans le temps, les performances offensives ne sont pas très très mauvaises. Hein. Et pour revenir sur les défenseurs, on sait que Matip, que Van Dijk et que Gomez ne seront pas là, mais il y a eu des transferts, en tout cas lors du dernier jour du mercato, Christian, avec 2 joueurs, c'est peut-être pas les plus connus, même s'il y en a un qui a un nom connu, Ben Davies, mais c'est pas celui qui évolue à Tottenham, mais 2 défenseurs centraux sont venus renforcer la défense et voilà, on peut se poser la question, est-ce que un des 2 pourrait éventuellement faire ses débuts dimanche face à Manchester City? J'ai regardé, donc il y a Ben Davies de Preston et Ozan Kabak de Schalke. J'ai regardé aussi ce qui était intéressant, s'il pouvait apporter quelque chose offensivement sur les phases arrêtées. Il y en a un qui a marqué 2 buts dans toute sa carrière, les 2 sur phase arrêtée, ça c'est Ben Davies, et Kabak qui a marqué 6 buts, je crois 3 avec Stuttgart et 3 avec Schalke, et donc ce sont 5 buts sur phase arrêtée. Donc c'est des gens qui peuvent apporter quelque chose puisqu'on a vu qu'il y avait une carence sur phase arrêtée pour le moment. Mais comme le disait Jean-François, Christian, c'est qu'ils sont venus, un défenseur doit venir d'abord pour défendre. C'est sa fonction première, mais ça on va le voir s'ils ont le niveau dans le match. Mais c'est aussi intéressant de choisir et de recruter des défenseurs qui peuvent de temps en temps débloquer le compteur quand c'est 0-0 contre des petites équipes. Or, pour le moment, ça ne se fait pas ni par les offensifs, ni par les défensifs, puisque Van Dijk n'est pas là et que de temps en temps, il marquait. Là, c'est pour voir est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose dans ce domaine-là. Et oui, c'est possible. Le problème, c'est ce que, comme je disais avant de répondre à votre question, c'est qu'ils n'ont plus marqué l'un depuis février 2019 et l'autre depuis décembre 2019. Donc, c'est pas des gens qui sont habitués à marquer dans les dernières années. Et la grosse difficulté, c'est que ce sont des joueurs qui ont été habitués pour le moment dans des modèles de jeu défensif qui ont souffert défensivement. Preston est actuellement 20e défense de Championship et Schalke est dernière. Et donc, en termes de conditionnement, ça va quand même ça me paraît quand même un peu compliqué avec des joueurs comme ça.
Donc, ça pourrait être un gros risque, en tout cas, de lancer l'un ou l'autre, Jean-François et Fred, sur un match pareil. Le souci, quand on voit ça, c'est qu'on peut se poser des questions. Ils ont fait le tour du marché en essayant de trouver des défenseurs centraux. Et puis, c'est vrai que Michael Edwards, leur directeur sportif, a trouvé ces deux solutions-là. Deux joueurs évoluant dans des défenses qui ont pris des buts, mais alors de façon, c'est incroyable. J'ai regardé tout à l'heure pour Schalke, par exemple. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui les a poussés à aller chercher ces deux profils-là? Je suppose qu'il y a eu des scouts qui ont été profilés tous les deux. Oui, je suppose, ils ont des datas, ils ont tout ce que… Voilà, mais si les datas, ça commence aussi par regarder dans quel type de défense ils jouent. Bon, après, on verra. Hein. Moi, je n'ai pas de… Ils ont certainement plus de renseignements que moi, en tout cas à l'heure actuelle. Mais c'est une vraie question, quoi. C'est de dire, tiens… Si on se base sur les chiffres d'une défense, alors ils ne transfèrent personne puisqu'ils n'encaissent pratiquement pas Liverpool. Ils n'ont besoin de personne si on se base sur un truc collectif, je veux dire. Moi, je pense que ces deux joueurs-là, ils ne les découvrent pas il y a 2 semaines. Ils sont suivis depuis, à mon avis, des mois, si pas des années. Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils font par rapport à la complémentarité de leur défense. Mais bon, on ne sait pas être complémentaire si on ne sait jamais qui on va jouer. Donc, c'est ça le problème, je crois. Depuis qu'ils en ont pris 7 à Aston Villa, je crois qu'ils n'ont pris 2 fois plus de buts en championnat, en 18 ou 19 matchs. Donc, si on regarde les chiffres nus, bruts, ben on ne transfère pas, on a une super défense, vous voyez. Après, Kabak est un joueur à plus de 25 millions d'euros puisqu'il est transféré de Stuttgart à Schalke pour plus de 25 millions. Donc, voilà, il doit avoir une certaine valeur. On verra. Comme dit Fred, ils les ont suivis, ils doivent les connaître. Après, je me mets à la place du supporter de Liverpool aujourd'hui qui regarde le profil et qui se dit, tiens, il y en a un qui vient d'une défense En gruyère. Au gruyère et l'autre une défense passoire. Donc, à un moment donné… Bon, ce sera en tout cas une des curiosités de ce match, de voir comment la défense de Liverpool sera composée. On passe évidemment à Manchester City. C'est l'équipe du moment avec des chiffres complètement fous. Ils sont invaincus depuis 20 matchs, toutes compétitions confondues. Dans ces 20 matchs, ils ont réussi 16 clean sheets, 13 victoires consécutives, encore une fois, toutes compétitions confondues, 9 en première ligue. 6 clean sheets consécutifs maintenant en première ligue. Waouh, on est quand même sidéré de voir que cette équipe a réussi une telle transformation au cours de la saison parce que le début de saison était quand même très compliqué, Christian. Depuis cette défaite contre Tottenham, ils ont enchaîné avec un 5-0 contre Burnley et ils terminent par un 2-0 contre Burnley. Il y a beaucoup de verts dans cette infographie, seulement 2 matchs nuls contre Manchester United et dans le match suivant comme West Bromwich, mais comme vous pouvez le voir, contre les équipes en dessous de la 8e place, c'est pratiquement un parcours sans faute. Par contre, il y a encore trop peu de résultats contre les équipes du top 8. Peut-être que c'est l'inverse de Liverpool alors. Tout à fait, c'est tout à fait l'inverse de Liverpool. Ceci dit, ils vont commencer à affronter maintenant les gros calibres à partir de maintenant. Il y a Manchester United dans les prochaines semaines, il y aura Tottenham, il y aura Arsenal est un petit peu en dessous, mais c'est maintenant que ça va se jouer pour City. Ah oui, ils vont jouer Tottenham et West Ham pendant le mois de février. Et puis alors, début mars, ça sera le match contre Manchester United. Donc on va voir, ça va être le moment de vérité pour voir s'ils enchaînent. Mais c'est exceptionnel les résultats pour le moment. Un parcours donc exceptionnel et on va le voir dans la courbe de progression en championnat. On se souvient que Liverpool était encore leader de Première Ligue le 1er janvier et regardez un mois plus tard où se trouve maintenant Manchester City. Ils partent de loin. Ils n'avaient pas joué la première journée puisque le match avait été reporté. Ils ont commencé à la 2e journée et regardez où se trouve maintenant. C'est une courbe exponentielle. Ils ont juste eu un petit down dans les 2 matchs nuls, avec notamment le classement le plus bas quand ils jouent après le match contre Manchester United. Mais sinon, depuis lors, voilà, c'est 13 matchs, 35 points, 29 buts marqués et 2 buts encaissés et 11 clean sheets, je crois. Donc, alors souvenez-vous, dans les Zooms, alors que City était là tout en bas de la courbe, notamment après le match face à Manchester United, on disait que c'était peut-être la saison de trop pour Guardiola, que cette équipe était en difficulté, que sans Agüero, ça allait être impossible. Agüero, il est pas là. De Bruyne est absent maintenant depuis quelques rencontres et pourtant, cette équipe continue à flamber. Comment expliquer cela? Moi, je pense que ce qui est ça aussi cette année, c'est qu'on a dit beaucoup de conneries. Hein. Je pense que tous les commentateurs ont dit des choses qui étaient fondées. On dit des choses qui sont correctes et des choses qui sont un peu moins correctes. Hein. Dans la balance, ça doit être quand même équilibré. Il ne faut pas non plus caricaturer. À force de faire des conclusions après chaque match ou après chaque week-end, forcément, on dit des conneries puisque tout change. Mais on est là pour ça. Oui, bien sûr, mais moi je le dis avec le sourire et c'est normal. Je veux dire,
cette saison, on ne peut rien conclure à part attendre le prochain match, quoi. Je veux dire, on peut parler pendant 3 jours du style, de la réussite d'une équipe, voilà, de leur efficacité offensive, défensive. À part City, toutes les autres équipes, ça se résume au prochain match. Voilà, on peut pas faire une longue série parce que ça change tout le temps. Et moi, je trouve, c'est ça qui m'effraie du côté de City, c'est la façon dont ils ont géré leur calendrier favorable. Vous remarquez, Liverpool, tous les autres, il y a toujours un moment donné où ils coincent, même contre des petites équipes. Donc voilà, cette équipe est, moi, elle en devient même, de nouveau pour moi, ça n'engage que moi, intéressante et excitante à commenter. Moi, à un moment donné, City, j'en avais, parce que, et là, ça devient de nouveau ce bordel, cette anarchie tellement bien organisée à la Pep Guardiola, avec Cancelo qui remplace pratiquement De Bruyne en quittant, cette défense à 4 qui ne l'est que pendant le coup d'envoi des demi-temps, puis après ça part dans tous les sens. C'est de nouveau l'anarchie fabuleusement bien maîtrisée, où tous les espaces sont occupés, qui laisse très peu de place à l'adversaire, qui étouffe, qui bouffe l'adversaire, voilà. Qui bouffe du ballon, mais qui bouffe l'adversaire. L'absence de De Bruyne, personne ne la remarque, ni dans le jeu, ni dans les faits. Sur les 4 matchs et la demi-heure qu'ils ont joué sans lui, ils ont mis 13-14 buts, vous voyez ce que je veux dire. Et quand on regarde, moi je les ai fait 2 fois, tu te dis qui va jouer à la place de Bruyne? Ben, c'est tout le monde. Justement, on va le montrer à travers des graphiques, en commençant peut-être par le bilan offensif. Ça illustre ce que Frédéric disait, avec 29 buts, ça vient dans tous les sens. Il y a évidemment leur jeu dominant placé, qui est la marque de fabrique de Guardiola, avec 51%. Il faut quand même savoir que partout, pratiquement dans le monde, on marque 40% de ses buts dans ce domaine-là. Eux, ils sont 10% au-dessus, donc ça renforce son système, mais il y a surtout les alternatives dans le jeu de plein jeu, avec le jeu dominant rapide et surtout le jeu direct, chose qui faisait moins avant. La seule chose où il était un peu moins fort dans l'alternative, c'est la phase arrêtée, mais il n'en a pas besoin parce qu'il est tellement fort ailleurs. Et donc, voilà, ça déroule et c'est une machine à marquer. Et si on prend le tableau suivant, c'est pour illustrer, voilà, l'étouffement de l'adversaire. C'est le timing des buts marqués. Il y a 20 buts marqués en première mi-temps et seulement 9 en deuxième parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'être décisifs dans cette période-là. J'ai regardé dans l'ensemble des matchs sur cette période-là des victoires, évidemment, parce que quand tu ne gagnes pas, tu n'es pas décisif, mais il y a seulement le match contre Aston Villa qui s'est décidé dans les 10 dernières minutes, comme je le note. Tout le reste était déjà décidé avant la fin de la première mi-temps. Donc, c'est vraiment impressionnant offensivement. Jean-François, offensivement, Manchester City, c'est le chaos organisé. Est-ce que c'est une formule qui convient? Oui, enfin, je commencerai par dire d'abord, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous avez dit en effet beaucoup de bêtises, tous. Enfin, moi, évidemment, bien sûr. Non, bien sûr. Mais non, simplement, par rapport à ce qui est en train de se passer, je pense que ce qui est très intéressant, c'est ce que Christian vient de dire maintenant, c'est que la plupart des matchs sont joués à la mi-temps. Ça, c'est vrai. Donc, ils marquent rapidement. Ça a été le cas encore ici. Dans le dernier match, dès la 3e minute, boum, il y a déjà la différence qui est faite. Donc ça, déjà, ça ne leur laisse pas le temps de douter. Donc le football, c'est aussi une part de confiance en soi. Hein, et donc la confiance, elle est du côté pour l'instant de City. Beaucoup de rotation aussi dans l'effectif. Et quels que soient les joueurs, un système qui a un beau désordre organisé, c'est vrai. Mais aussi avec différents joueurs. Donc, ça veut dire que le système prime quand même sur les joueurs qui vont évoluer. Et je pense que la liberté offensive qui est donnée est évidemment énorme, mais il y a aussi dans les replacements et ce qui en atteste, ce sont les buts encaissés, évidemment, dans cette période-là, 2 buts encaissés. C'est-à-dire que on allait y venir, hein, c'est la meilleure défense, évidemment, mais là, on se concentrait sur le côté offensif. Oui, mais il n'y a pas de… je suis d'accord, mais c'est difficile de différencier dans ce cas-ci l'un de l'autre, parce que je rejoins l'idée, évidemment, de ce joyeux bordel, on va dire ça comme ça, mais malgré tout, il y a de l'ordre quand même, c'est-à-dire que dès qu'on perd le ballon, bam, on est déjà prêt à le perdre et voire même à le récupérer très vite. Pour confirmer ce que tu dis, ils ont marqué 6 buts sur reconversion rapide sur les 29 et il y en a 2 qui sont sur des passes adverses, donc sur des mauvaises sorties de balles de l'adversaire. Donc, je me souviens d'une des conneries, enfin, c'est pas une connerie, c'est un constat à l'époque. J'avais dit, mais à mon avis, les supporters doivent avoir remarqué que Guardiola n'achète que des joueurs de la péninsule ibérique, des Espagnols, des Portugais. Et au début de saison, pour moi, c'était
ils étaient un peu neutres, transparents. Et puis voilà tous ces joueurs-là, comme Rodri qui est omniprésent devant sa défense, et t'as Cancelo qui a pris, mais en un mois, pour moi, ce mec-là mais pas depuis un mois, parce que justement, il sait faire maintenant ce que veut Guardiola. Et là, on se rend compte qu'on doit quand même se rappeler qu'on ne doit pas juger un nouveau joueur dans un nouveau contexte, dans un autre pays, un peu trop vite, quoi, je veux dire. Diaz aussi, depuis qu'il est avec Stones, il n'y a plus rien qui passe. Et maintenant, il met la porte à gauche. Vous avez vu ça? Oui. Ce fameux bordel dont on parlait, c'est génial, quoi. Voilà, la porte qui n'était plus titulaire, c'était le génie, on disait, au niveau des défenseurs centraux. Il se retrouvait un mois sur le banc. Et maintenant, il rejoue plutôt sur un côté, même si, je le répète, dès qu'ils ont le ballon, il y a 2 défenseurs pratiquement. Et encore, c'est beaucoup, tellement tout le monde participe, quoi. Alors Christian, on va quand même illustrer cette force collective, offensive, avec un tableau des buteurs et des passeurs qui est très impressionnant. Voilà, il y avait que 5 noms du côté de Liverpool. Ben voilà, il y en a le double. Sur un peu plus de matchs, hein, quand même. Par sur un peu plus de matchs, mais depuis la bonne série. Et voilà, et surtout Gundogan qui marque 7 buts, mais dans tous les domaines. Il marque 3 en dominant placé, 3 en dominant rapide, 2 en reconversion rapide et 1 sur phase arrêtée. C'était un penalty d'ailleurs. Et puis voilà, il y a toujours les habitués qui marquent aussi leur but, et surtout au niveau des assists. C'est très intéressant parce que Kevin De Bruyne, malgré tout, reste le meilleur donneur d'assists. Mais regardez le nombre de joueurs qui viennent s'ajouter pour pouvoir participer à la production offensive. Et ça prouve que l'absence de numéro 9, la solution a été trouvée par le collectif, Ouais. par le groupe. C'est ça qui est effrayant aussi, c'est sans Agüero cette saison. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que maintenant, Jesus remarque. Ça fait 2 matchs de suite où il marque, donc voilà. Maintenant, ils vont peut-être en prendre 3 du côté de Liverpool, donc on ne va pas conclure. Mais pour l'instant, City, c'est quand même inarrêtable. Voilà. Maintenant, Oui. Liverpool spécialisé gros match, je pense qu'ils peuvent le faire quand même, hein. On va attendre avant de faire la conclusion. Il y a un joueur qui est intenable, c'est Gundogan. Lui aussi a réussi à élever son niveau de jeu et il fait des choses assez extraordinaires pour le moment. Comme on l'a vu dans le tableau précédent, donc il était en tête au niveau des buteurs. Il n'a seulement qu'un seul assist. Mais voilà, c'est très diversifié, à part la phase arrêtée aussi où il ne participe pas, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui participent aux phases arrêtées. Et voilà, donc ça c'est un peu son modèle. Il a 2 tirs au rectangle aussi, donc il a vraiment une qualité de frappe impressionnante. Il a marqué des buts au cordeau aussi en venant de la 2e ligne. Il conclut un penalty aussi, puis il a une passe sur le jeu de dominant rapide qui vient de la ligne du rond central dans la profondeur. Donc voilà, il est en pleine bourre pour le moment et j'espère que ça va continuer pour lui. Liverpool avait la meilleure défense la saison dernière. Cette saison, c'est évidemment Manchester City avec 13 buts encaissés depuis le début de la saison. Alors, on dit que la solution offensive a été collective, mais est-ce qu'il ne faut pas réduire quand même maintenant l'efficacité défensive à l'arrivée de ce joueur, Ruben Dias, transféré évidemment pour une grosse somme d'argent, mais il est le joueur qui manquait dans la défense de Pep Guardiola. On a eu le même raisonnement l'année dernière par rapport à un joueur qui était Van Dijk du côté de Liverpool. Alors oui, sur un moment, c'est-à-dire en termes de personnalité, etc. Après, il ne défend pas tout seul non plus. Donc, il rend les autres meilleurs. Et donc, le fait de rendre les autres meilleurs, tout le monde prend un petit peu confiance. Et puis les résultats aidants et le fait que la solidité défensive dans la structure globale de l'équipe, parce qu'on voit aujourd'hui comment dans leur manière de défendre, lui, évidemment, apporte un plus, c'est évident. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui a grandi dans cet aspect-là du jeu. Il rend les autres meilleurs, même John Stones, qui avait été complètement oublié, qui avait été jeté aux oubliettes et qui est là, devenu de nouveau le défenseur qu'on pensait qu'il pouvait être il y a maintenant 4-5 ans, il faut bien l'avouer. Mais c'est depuis qu'il est là qu'il n'encaisse plus, hein, depuis qu'ils sont associés avec Diaz. Et j'ai envie de dire, c'est quand même une des caractéristiques de toute sa carrière à Guardiola, c'est qu'en général, on parlait tous des buts marqués, mais ces équipes encaissaient assez peu de buts. Hein, donc, à partir du moment où il y parvient, je pense, quelle que soit l'équipe et le championnat où il est, ça sent bon quand même le très haut de tableau. Bon, ben, si on reprend tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une équipe qui est intouchable, c'est Manchester City, que Liverpool est dans une phase très compliquée. Pourtant, j'ai l'impression que c'est pas aussi simple que ça et que ce match va être beaucoup plus compétitif que ce qu'on pourrait croire. On se rappelle quand même qu'au match aller, les 2 équipes avaient fait un but partout, que De Bruyne avait raté un penalty. Mais je pense que ce sera quand même beaucoup plus serré que ce qu'on pourrait imaginer. Absolument. Parce que moi, je reste à Liverpool, à West Ham et à Tottenham. C'est du très fort, du très haut niveau, individuellement et collectivement. Puis il y a ces couacs à domicile, mais Liverpool vaut mieux que ces 2 défaites à domicile. Et dans les gros matchs, on le disait, en général, ils sont là. Et c'est
c'est évidemment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais leur dernière chance d'espérer encore d'être champions. S'ils sont battus, je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est basta, c'est terminé, ce sera le top 4 pour eux, mais certainement pas le titre. Donc, c'est le match à voir, absolument, évidemment. C'est le match à voir, ça c'est sûr. Ça, c'est parce que vous le commentez, évidemment. Ce match, on ne sait pas ce qui va se passer, tout simplement parce que une victoire pour Manchester City contre le top 8, et à l'inverse, pas de défaite pour Liverpool face au top 8. Voilà. Et donc, rien que cet élément-là fait que ça, c'est l'inconnu sur ce qui va se passer dimanche. Parce que voilà, c'est évidemment déjà on ne sait pas d'habitude, hein, mais parce qu'évidemment tout le monde peut donner les numéros du loto quand ils sont sortis. C'est pas le cas ici. On doit faire des prévisions, mais quand même sur cette information-là, peut-être ça nous donne en tout cas un réel espoir d'un match extrêmement disputé. Ça a été le cas en tout cas lors des dernières saisons. Bon, il y a eu le 4-0 de City face à Liverpool, alors que Liverpool était champion la saison dernière. Mais sinon, Christian, c'est des matchs hyper compétitifs maintenant depuis quelques saisons déjà. Oui, mais pas rien que. On a vu depuis le début de la saison que les équipes qui jouent entre équipes du top 6, on a eu beaucoup de 0-0 cette saison déjà. Donc, c'est très serré, évidemment, puisque c'est très important. Rendez-vous à partir de 17h15, prise d'antenne, match à 17h30 dimanche. Liverpool face à Manchester City, la dernière chance des Reds, ce sera avec Jean-François et avec Frédéric. Merci messieurs, on vous souhaite évidemment un excellent week-end de Première Ligue sur Vous Sport World et à très bientôt. Bye bye.